Bonsoir donc à tout le monde et nous partons immédiatement pour la zone afghano-pakistanaise. Alors s'il est un Orient compliqué, cette fois nous y sommes, non, on ressort à chaque fois la formule du général de Gaulle, partir vers l'Orient compliqué avec des idées simples, eh bien je vous rassure, là c'est impossible. Donc nous n'essayerons même pas. Dans le fond, on y réfléchit, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que nous y faisons et quelles sont les perspectives de la présence occidentale des guerres, dans le fond, que nous menons là-bas. Ça nous convoque directement à réfléchir sur ce que nous appelons la victoire. Nous sommes là dans des guerres tout à fait particulières, je vais y revenir évidemment un peu longuement. Et dans le fond, la première chose à interroger, c'est notre sens de la victoire. Que serait une victoire de notre stratégie, à nous les Occidentaux, les Américains, les Français, dans la zone afghano-pakistanaise? Alors je vous le dis d'emblée, si on attend un succès du type 1918, ou de type 1945, l'aplanissement de tous les problèmes de la zone, la réconciliation façon traité de l'Élysée entre Adenauer et de Gaulle, là on sera forcément déçu. Alors revoir à la baisse nos ambitions par rapport peut-être à ce qui a été vendu à l'opinion publique lorsque nous nous sommes engagés, je pense à juste raison, dans cette zone. Donc, interroger notre notion de la victoire, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut y faire, quels sont les débouchés possibles, on verra que ça nous amènera, j'anticipe un peu, à une conclusion un peu mi-chèvre, mi-chou, un peu grisâtre, somme toute, dans laquelle le pessimisme exagéré n'est pas de mise, même s'il fait vendre de la presse, et l'optimisme rose non plus, probablement. Donc bien typique de l'ambiguïté de la situation mondiale actuelle. Et dans le fond, il faut comprendre, comme toujours on essaye de le faire dans la géopolitique et dans ces situations, les origines un petit peu lointaines des problèmes, des difficultés, des déséquilibres, de la conflictualité de cette région. On avait dit à propos de l'Iran qu'il était vraiment à la convergence des plaques tectoniques géopolitiques de tous les conflits dans une zone extrêmement explosive, impliquée partout. Vous avez vu que depuis, il y a eu un petit peu de mouvement dans le détroit d'Ormuz, à partir de la base de la marine américaine, de la marine iranienne à Bandar Abbas. Bon, nous sommes là dans des cas relativement différents. L'Iran est un pays extrêmement important, central pour énormément de choses, énormément de préoccupations pour l'équilibre du monde. L'Afghanistan, surtout, le Pakistan un peu moins, ce sont moins, il faut le dire, des pays acteurs que des pays en jeu. Donc il faut comprendre la racine profonde des difficultés, de la conflictualité, et dans le fond, c'est en lien avec ce que je disais en premier lieu, je ne sais pas trop ce que voudra dire victoire dans cette zone, mais de toute manière, j'ai l'impression, et je vais m'en expliquer bien sûr, qu'un cycle est un peu en train de se refermer, notamment autour de l'Afghanistan. Donc ça nous amènera également à examiner des problématiques un petit peu plus locales, parce qu'aujourd'hui les principales difficultés, elles ne sont pas liées à la lutte grandiose de l'Occident contre le terrorisme islamiste, mais elles sont bien plus liées à des problématiques tout à fait locales qui portent d'habiles masques, on y reviendra. Dans un premier temps donc, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ces pays, tout simplement. Alors, la caractéristique de l'Afghanistan, surtout du Pakistan aussi, c'est que ce sont des pays structurellement instables, déjà. Il est extrêmement difficile de penser ces pays dans la stabilité. D'abord, ce sont des pays, enfin l'Afghanistan déjà, est un pays qui n'a pas demandé à exister, et qui d'ailleurs n'existe, comme le montre fort bien cette carte, n'existe dans ses frontières si bizarre, hein, il ressemble un petit peu à un canard fraîchement fauché en plein vol, vous voyez, si l'Iran a plutôt une forme d'escargot, et donc ce pays n'existe comme ça que sur la carte. Ces frontières n'existent que sur le trait de la carte que vous voyez là, sinon elles n'existent absolument pas. Quelle est l'origine de l'Afghanistan? C'est pour ça que je vous ai affiché la carte de l'Iran, c'est fait vide. L'Afghanistan, c'est en partie une province, alors sûrement plus loin, c'est la Bactriane, la Sogdiane, etc., mais c'est en partie une province de l'empire des Séfévides, hein, que nous avons vu la dernière fois, ce grandiose empire iranien des 16e, des 16e, 17e siècles. Et c'est un Afghan qui renverse en 1722 un guerrier afghan, la dynastie séfévide,
Son pouvoir durera jusqu'à 1736, après quoi il se replie en dehors des frontières de l'Iran. Donc c'est une partie de l'Iran séfégide. La langue afghane est d'ailleurs une langue d'influence iranienne, dans l'ère linguistique iranienne. Ça n'existe pas. Vous avez l'Inde moghole, ici au XVIe siècle, là aussi, le Taj Mahal et tout ça, enfin, le grand empire moghol, le grand empire séfévide, et au milieu, eh bien, comme toujours dans les empires, il y a des populations de langues, de cultures extrêmement diverses. Lorsque les séfévides s'affaiblissent, qui sont remplacés par les Qadjars, quelques années plus tard, au XIXe siècle, l'Afghanistan est devenu une espèce de zone tampon. Alors, une zone tampon dans laquelle des tribus, à la très grande tradition guerrière, se battent surtout entre elles, à la vérité, et ça aurait dû continuer comme ça, bien entendu, si la région n'avait pas fait l'objet des appétits croisés de deux immenses empires, qui sont l'empire anglais et l'empire russe. Donc les Russes, je vais essayer de ne fâcher personne, mais sont assez voraces au XIXe siècle, somme toute, et ils débarquent dans l'Asie centrale en conquérant un à un les Khanates. Le Khanat de Khiva, qui est leur dernière prise et qui achève de faire de cette partie de l'Asie centrale une province russe, tombe en 1873. Donc c'est la poussée géopolitique traditionnelle de la Russie vers les mers chaudes. Ils cherchent un débouché dans l'océan Indien, peut-être dans le golfe Persique, directement si possible, par alliés interposés. C'est resté, je le rappelle, une constante absolue de la politique russe à travers tous les régimes. C'est pourquoi De Gaulle voyait la Russie de Staline comme ou la Russie soviétique comme la résurrection, la prolongation, la continuité de la Russie des tsars. À cet égard géopolitique, il ne se trompait pas tout à fait. Sur le plan de la nature du régime, c'est peut-être autre chose. Bon. Donc le Khanat de Khiva tombe en 1873 et nos amis russes poursuivent leur pression vers le sud, en cultivant l'alliance iranienne, par ailleurs en se proclamant protecteur des chrétiens de l'Empire ottoman, enfin vous connaissez tout ça, ils poursuivent leur pression vers le sud. Et leur ambition se heurte, bien sûr, à l'existence de l'Empire britannique, le British Raj, qui d'ailleurs est mieux sur voilà. Le British Raj, donc on peut dire que la conquête de l'Inde, elle a été vraiment achevée en 1857, lors de quand les Anglais ont maté la révolte des Sipais, qui a été la dernière forme de résistance véritablement à leur colonisation. Et donc, ils mettent un petit peu l'Inde en coupe réglée, qui est un petit peu la perle de l'Empire, bien entendu. Évidemment, comme partout où il y a eu aventure coloniale, se révèle une très grande rivalité entre les empires sur la fin, à partir, disons, de la moitié, du deuxième tiers, du troisième quart du XIXe siècle. La situation est donc très potentiellement explosive entre un empire russe qui cherche un débouché sur les mers chaudes, et l'Angleterre qui veut à tout prix protéger le British Raj, qui justement s'étend jusque par là. Le British Raj, l'Empire britannique, qui inclut, comme chacun sait, évidemment l'Inde et le Pakistan d'aujourd'hui, avec une frontière assez floue. Alors on a expérimenté là la notion de frontière naturelle, de frontière scientifique, la plus facile à défendre, l'optimale à défendre, etc. Et au fond, surgit une idée pour éviter qu'éclate une guerre entre deux grandes puissances européennes à propos des gueux de l'Empire colonial. On a tout d'un coup une idée, c'est de constituer une zone tampon, un État tampon. Et cette zone tampon, cet État tampon, qui a surtout pour vocation d'empêcher le contact entre l'Empire russe et l'Empire anglais, c'est l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan, c'est une soupe ethnique tout à fait extraordinaire, comme vous allez le voir sur cette carte. C'est une soupe ethnique tout à fait extraordinaire, qui en aucun cas n'est une nation. Vous avez là, j'y reviendrai tout à l'heure, le mélange des populations. Donc ça n'avait absolument rien pour être une nation, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment vécu ensemble, qui étaient traversés de guerre, et dans le fond, les bons agents des Anglais, enfin ceux sur lesquels ils comptaient s'appuyer pour un petit peu fédérer tout ça, enfin de manière légère, c'était l'ethnie Pashtun, que vous avez ici, là où passe la flèche, dans cette
couleur de jaune-beige. Donc l'ethnie Pashtun, qui est aujourd'hui à peu près 40% des Afghans, donc qui est l'ethnie qui a donc la minorité, la majorité relative du peuplement de l'Afghanistan. Donc les Anglais et les Russes se mettent d'accord pour éviter le contact direct et faire une zone tampon, et constituent donc un royaume d'Afghanistan auquel on donne un roi Pashtun. Alors après bien des aventures et des mécomptes, les Russes comme les Anglais ont tenté d'envahir l'Afghanistan en 1839 à 1842. Du corps expéditionnaire britannique de 5000 soldats, il en est revenu moins de 200. C'est encore aujourd'hui un des grands faits d'armes de l'histoire afghane. L'Afghanistan n'a jamais véritablement été conquis, ou s'il a été conquis, il n'a jamais été complètement conquis, complètement contrôlé. C'est une constante absolue des guerres en Afghanistan. Les Russes ont essayé de s'y intégrer, de faire des incursions par le nord. Ils ont été également sévèrement repoussés, parce qu'il y a une tradition guerrière qui est extrêmement prégnante, extrêmement violente. Donc tout ça faisait que ben voilà, il y avait un point où ni l'un ni l'autre pouvait s'aventurer, et qui était idéal de constituer cette zone tampon. Alors c'est la raison pour laquelle notre Afghanistan est si bizarre dans sa forme. Ça, par exemple, cette forme-là, c'est ce qu'on appelle le promontoire du Wakhan, qu'on appelle aussi de manière plus amusante le bec de canard, parce qu'effectivement ça fait tout à fait ça. Ça a été rajouté à la carte initialement prévue en 1873, et puis ensuite en 1907, on a corrigé ça, ça s'appelle la ligne Durand. Durand, qui comme son nom l'indique est un haut fonctionnaire anglais, et qui a tracé la ligne frontière de l'Afghanistan, parce que là, les armées russes et les armées anglaises se trouvent à quelques kilomètres les unes des autres. Alors pour éviter véritablement le contact, eh bien, on a rajouté un petit morceau au royaume d'Afghanistan, constitué dans les années 1860, avec son roi Pashtun. Donc l'espérance qu'on a en Afghanistan, et ça aussi c'est une constante, c'est quoi? C'est que ça ne fasse pas de vagues vers l'extérieur. Après, qu'ils se battent entre eux, qu'il y ait des rivalités intertribales, etc., tout le monde s'en fiche. L'Afghanistan est le pays en jeu type, le pays destiné à servir encore une fois, de tampon, mais surtout qu'il n'y ait pas de vagues à l'extérieur et que ça ne déborde pas sur les grands équilibres géopolitiques du monde. C'est exactement ce qu'on retrouve à notre époque. Alors, évidemment, ensuite, après les cuisantes expériences de défaite, les Anglais notamment s'appuient sur les Pashtuns en les armant, en rémunérant les souverains, etc., en subventionnant, de façon à ce qu'ils gardent un peu la frontière nord du British Raj, la frontière sud de l'Afghanistan. Mais c'est un État, évidemment, dont l'artificialité est totale. On va dire la même chose de l'Afghanistan, du Pakistan, pardon, dans quelques moments. Donc vous voyez ici la composition ethnique qui est extraordinairement diversifiée. Et vous avez notamment, évidemment, ce caillou dans la chaussure des talibans, qui était l'ethnie, le groupe des Hazaras, qui sont des chiites, comme on l'a dit la dernière fois, c'est-à-dire d'abominables hérétiques que les talibans se sont donnés pour premier rôle de persécuter, bien entendu, quand ils sont arrivés au pouvoir. Il y a eu des histoires tout à fait extraordinaires auxquelles je viens, de cette rivalité ethnique qui a pris successivement tous les masques. Donc l'Afghanistan, il évolue entre l'influence russe et l'influence anglaise. Il est plutôt sous influence anglaise en vérité. Et les Anglais d'ailleurs promeuvent systématiquement les solutions les plus conservatrices, justement pour pas que ça sorte, pour pas que ça évolue trop. Il y a un appui systématique au clergé le plus réactionnaire, tant au 19e qu'au 20e siècle. Je rappelle que cette lutte d'influence entre les deux empires, on l'a appelée le grand jeu. Puis comme on sait, l'Angleterre est un peu exsangue en 1945, évidemment. Donc elle est remplacée dans le grand jeu par nos amis américains. Et là, il va y avoir un jeu de bascule entre l'URSS, qui poursuit les objectifs de l'accès aux mers chaudes de la Russie, et les Américains, qui, notamment depuis la doctrine Truman du containment de 1947 et du rollback, évidemment, sont partout dans le monde pour empêcher la progression des Soviétiques. À vrai dire, jusque dans les années 50, les Américains ne s'occupent pas tellement de l'Afghanistan, parce que leur point pivot, à partir de l'indépendance de l'Inde, leur point d'appui en Asie, j'y reviens, c'est le Pakistan. On ne s'occupe pas trop de l'Afghanistan, et l'Afghanistan se rapproche dangereusement des Soviétiques jusque vers 1959. Ensuite, l'alliance tend plutôt à s'inverser, l'Afghanistan devenant un pays pro-occidental. Mais enfin, le grand jeu d'influence continue, simplement se substitue à la présence de l'Angleterre, la présence des États-Unis, avec des objectifs somme toute très comparables, repousser l'influence russe le plus loin possible vers le nord. D'ailleurs, la période du début du siècle, enfin, du deuxième tiers du XXe siècle, est assez intéressante pour l'Afghanistan. L'Afghanistan a assez bien marché
si vous y êtes allé en 1973, vous l'avez vu, ça marchait gentiment sous le règne de Zahir Shah. Zahir Shah s'est révélé un excellent roi et il a fait au mieux, il a optimisé ses possibilités. Il a été roi de 1929 à 1973, où il a été renversé dans un voyage à l'étranger par son cousin le prince Daoud. Et Zahir Shah était donc un Pashtun. Le point d'équilibre de l'Afghanistan, en dehors duquel il ne saurait être équilibré, ce sont les Pashtuns, 40% de la population, présence des deux côtés de la frontière, et traditionnellement les souverains de l'Afghanistan. Mais il gouvernait de manière un peu comme la Grande Catherine, quoi. C'est-à-dire qu'il gouvernait les notables, qui eux-mêmes gouvernaient le peuple. La Loja Jiria, qui était l'assemblée des notables, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui le Parlement afghan, pardonnez-moi l'expression, foutait une paix royale aux notables, aux provinces, aux groupes ethniques, et dans le fond c'était une espèce de royaume à minima. Avec ça, Zahir Shah s'est très bien débrouillé, il a ouvert une université accessible aux femmes, on vous compte, donc ce qui bouleversait tout à fait les habitudes traditionnelles, j'allais dire. Il allait lentement vers une progression, c'était un peu l'anti-Shah d'Iran, il n'a pas voulu moderniser à marche forcée, mais dans le fond ça fonctionnait dans un relatif équilibre qui évitait le pire des maux, comme disait M. Blaise Pascal, qui est la guerre civile. Bon. Donc ça se passait pas si mal que ça, et ça donne un peu l'image de ce que peut devenir l'Afghanistan aussi. Un équilibre, un partage du pouvoir et des ressources interethniques, en dehors duquel il n'y aura absolument pas de salut. Il ne faut pas imaginer une réforme jacobine de l'Afghanistan, vous voyez, avec un réseau de routes, d'instruction et une départementalisation comme la France révolutionnaire. Hein. Donc très souvent nous pensons les États, c'est particulièrement piégé en Asie, nous pensons les États sur le modèle de la République française une et indivisible. En Afghanistan, il n'en est pas question. Si on arrive à un partage honnête du pouvoir, un partage, je veux dire, équilibrer le pouvoir, parce qu'honnête, les critères de l'honnêteté ne sont pas toujours les mêmes. Et si on arrive à stabiliser les influences des différents groupes ethniques et religieux, ça sera très bien. Après, ça évoluera à son rythme, gentiment. Je dis, ça, ce que Zahir Shah était quand même culotté dans proposer l'instruction des filles, puisque le fait, les talibans ont interdit aux filles d'aller à l'école, c'est pas nouveau. Hein. On jetait de l'acide sulfurique au visage des petites filles qui allaient à l'école, comme ont fait les talibans dans les années 60, justement. Un clergé hyper réactionnaire protestait contre la volonté progressiste de Zahir Shah. Donc ça a marché, et ça montre le modèle de comment ça marche. Bon. Le Pakistan, à la vérité, n'est pas moins artificiel. Je vous rappelle que Pakistan, c'est pas un mot qui a un sens, c'est un sigle, un acronyme. Ça veut dire pays des Pashtuns et des Punjabis, des Cachemiris et des Sindhis. Voilà ce que ça veut dire, ce que signifie Pakistan. L'idée, le mot Pakistan a été créé par un étudiant nationaliste en 1938 à Oxford, qui faisait partie du Congrès national indien, dont s'est détachée peu à peu la Ligue musulmane. L'idée qu'il existe de créer un pays une fois libéré de la tutelle anglaise pour les musulmans est une idée qui a émergé assez lentement en vérité, et qui est devenue une revendication officielle de la Ligue musulmane, fraction détachée du Congrès national indien. Le Congrès national indien, c'est le parti qui est très régulièrement au pouvoir, le parti des Gandhi, le parti d'Indira Gandhi, de Nehru, etc. C'était donc un parti de notables, formé souvent en Angleterre, qui revendiquait l'indépendance de l'Inde, enfin, qui a d'abord revendiqué, l'Angleterre a lâché de tout petit l'Est, trop peu, trop tard, avec des collèges électoraux, etc. Et au sein de ce Congrès national indien, il y avait une ligue musulmane qui, peu à peu, s'est dit, mais pourquoi pas un État musulman, une fois que les Anglais seront partis. Ça devient une revendication officielle du parti assez tard, en vérité, en 1940. Donc bon. Et du coup, on connaît la suite, évidemment. En 1947, à l'indépendance de l'Inde, c'est la partition, c'est l'horreur de la partition, hein, c'est les 12 millions de populations échangées entre les deux États, qui a ancré, mais c'est un autre sujet, évidemment, la réalité, la rivalité entre un État qui se définit de manière confessionnelle, sur la base de l'islam, puisque depuis 1956, le Pakistan est officiellement une république islamique, ça ne veut pas forcément dire islamiste, hein. Une république islamique, et l'Inde, au contraire, est un État laïque, et ce conflit, bien sûr, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais se concentre sur le Cachemire.
tout l'enjeu, c'est de savoir, l'Inde ne peut pas admettre que ça revienne au Pakistan, parce que ça serait avaliser la conception de la nation pakistanaise, c'est-à-dire sur la base musulmane, que l'Inde récuse absolument. Le Pakistan ne peut pas admettre que ce soit indien, parce que c'est musulman. Donc, passons sur ce détail. Mais le Pakistan lui-même est donc une création très tardive, en vérité, qui est surtout le fait de Pashtun et de Punjabi, et qui intègre, comme vous le voyez ici, des groupes ethniques tout à fait diversifiés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État pakistanais est totalement poreux. Là encore, on s'imagine ces États comme l'État du cher et vieux pays avec ses 1000 ans d'unité nationale, la France, quoi. En fait, pas du tout. Par exemple, l'armée pakistanaise est totalement fractionnée. Hein. Les Sindhis, par exemple, fournissent les troupes d'élite, les troupes de choc, ceux qui sont en pointe dans le combat contre l'Inde. Les Punjabis sont majoritaires dans l'armée. Et on trouve, hélas 3 fois, des Pashtuns qui tiennent les services secrets. L'Intelligence Service, l'ISS, est tenu par des Pashtuns. Ce qui veut dire que là où le Pakistan définit une politique officielle d'alliance américaine, en vérité, les Pashtuns étaient extrêmement pro-talibans. Sont restés extrêmement pro-talibans, jusqu'à y compris quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que par l'interrelation entre Pashtuns, face à l'Inde, l'Afghanistan est la réserve stratégique arrière du Pakistan. C'est-à-dire qu'on peut y planquer du matériel, si on est allié avec un État qui nous est favorable, qui est juste derrière, on peut y planquer du matériel de guerre, on peut faire des mouvements stratégiques divers et variés, de repli éventuel sur l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan est un enjeu aussi pour le pouvoir pakistanais, et au sein du pouvoir pakistanais fracturé, de cette armée qui ne ressemble pas du tout à l'armée française, évidemment, eh bien, les Pashtuns jouent une partition très particulière, et il est très probable que ce soit eux, bien sûr, qui aient permis à M. Ben Laden et au Mollah Omar, qu'on n'a toujours pas retrouvé, de disparaître d'Afghanistan après la guerre commencée les Américains en 2002. C'est pour ça, sans doute, qu'il leur a échappé aussi longtemps. Donc cet État est pour eux. Il est multi-ethnique, bien entendu. Il y a un vieux rêve, par exemple, j'en parlais un peu la dernière fois à propos de l'Iran, de Baloutchistan. Les Baloutches se sentent surtout Baloutches, sans doute davantage que Pakistanais et Iraniens. Donc, bon, c'est une société donc très fracturée politiquement, où il y a en gros 3 groupes de pouvoir. Il y a des partis comme le parti du président pakistanais, qui est le mari de la défunte Madame Bhutto, voilà, Benazir Bhutto. Donc vous avez des partis d'arc constitutionnel, je dirais, de type un peu occidental, enfin qui veulent en gros une démocratie laïque, un peu plus laïque. Vous avez des partis religieux, probablement eux qui ont assassiné Benazir Bhutto, et puis vous avez l'armée qui joue sa propre partition, mais qui est elle-même tiraillée d'ailleurs entre les nationalistes pur sucre et les islamistes. On a eu un peu tous les systèmes de pouvoir. Le père de Madame Bhutto, Ali Bhutto, a été pendu en 1977, parce qu'il a été renversé par des militaires à la fois nationalistes et relativement fondamentalistes, en l'occurrence le général Zia-ul Haq, qui lui-même s'est craché en avion quelques années plus tard dans des conditions qui n'approuveraient pas l'organisation de l'aviation civile. Bon, donc effectivement, il y a donc une complexité, une difficulté de stabiliser, une difficulté d'existence de ces pays. Particulièrement pour l'Afghanistan, c'est vrai aussi pour le Pakistan, qui est le dispositif clé des Américains en Asie. Plus clé que jamais d'ailleurs, parce que les Américains, en dehors du Kyrgyzstan, on va voir ce que ça donne, n'ont pas non plus l'alliance en Asie centrale, qui est redevenue une région russe, sous influence russe. L'Asie, peut-être on en parlera, c'est un système de domino, c'est-à-dire qu'il y a partout des alliances de revers. Donc le Pakistan, tout en étant très copain avec la Chine du fait d'une hostilité commune à l'Inde, était le dispositif privilégié des Américains en Asie, parce que la Chine était communiste, donc comme chacun sait encore, tant qu'elle le soit, et puis l'Inde était dans une réserve tout à fait pro-soviétique. Donc le seul point possible d'implantation d'alliance des Américains dans la politique de containment et d'encerclement des Soviétiques et de leurs alliés, c'était le Pakistan. Donc, un des facteurs de stabilité du Pakistan sont les puissantes subventions que distribuent les États-Unis, mais c'est pas très, enfin, là, c'est un des rares facteurs
d'unité, de stabilité. Donc de toute manière, ce sont des étapes très très difficiles à stabiliser. On verra tout à l'heure ce qu'il en est, notamment dans les zones frontières, hein, bien entendu, où là, on échappe totalement au pouvoir central, ce qui est une grande partie de la problématique actuelle. Alors pourquoi les guerres en Afghanistan? L'Afghanistan fonctionnait pas mal sous notre bon Zahir Shah, et puis les choses ont commencé à mal évoluer à partir du moment où il a été renversé par son cousin Daoud, et où se sont implantés deux partis communistes rivaux. Il y avait un parti communiste Pashtun et un parti communiste tadjik. Ces deux partis se sont fait la guerre. On voit donc que les idéologies là-bas sont retraitées, on appelle ce qu'était l'Afrique du temps des blocs, retraitées, retravaillées, utilisées comme masque d'intérêts ethniques. Ces deux partis se sont fait la guerre, et le parti communiste Pashtun parvient au pouvoir en 1978 en renversant le prince Daoud, et bien sûr retourne l'Afghanistan dans l'orbite soviétique, aux grandes dames des Américains, bien sûr. Alors, les soviétiques d'ailleurs entrent en Afghanistan, comme on sait, le 27 décembre 1979. C'est pas du tout une invasion, bien sûr, c'est une entreprise de défense des acquis du socialisme afghan à l'appel d'un parti frère. Enfin, la rhétorique habituelle du bloc de l'Est pour se faire un satellite de plus. Hélas, dans la logique des empires, il y a toujours un coup de trop. Il y a toujours un moment où la tension sur la structure, l'extension de l'empire, le rend sous-optimal, et probablement c'est un des facteurs de l'effondrement de l'Empire soviétique, la très lourde défaite en Afghanistan. Donc, les soviétiques sont donc entrés en Afghanistan, chacun sait, et ça a été assez traditionnel. Ils ont tenu les grands axes, Mazar-e Sharif-Kaboul, Kaboul-Kandahar, et puis pour le reste, ils avaient peu de prise sur le pays. Et il y avait plusieurs rébellions, les Pashtuns étant fracturés entre pro-soviétiques et anti-soviétiques. Il y avait bien sûr l'Alliance du Nord, dirigée par des Tadjiks, et notamment par le plus célèbre d'entre eux, le commandant Massoud. Et au point de tout cela, utilisé et instrumentalisé par les Américains, comme l'avaient fait les Anglais au XIXe siècle, il y avait les forces religieuses. Ces forces religieuses, elles étaient puissamment financées, relayées, formées en Arabie Saoudite, dans une maison de l'Afghanistan, qui était censée donc former les combattants qui partaient pour l'Afghanistan du monde arabe entier, puisque la lutte contre le soviétique impie et le communisme athée était financée par l'Arabie Saoudite. Et la maison de l'Afghanistan en Arabie Saoudite était dirigée, devinez par qui? Par un certain Oussama Ben Laden, devenu depuis célèbre. Alors, cette organisation de la maison de l'Afghanistan, où se sont formés tant de combattants venus du monde arabe entier, du monde musulman entier, enfin, surtout du monde arabe, qui ont ensuite été l'âme de la guerre civile algérienne, etc. On les appelait les Afghans d'ailleurs. Ils ont été évidemment, ça a été une idée stratégique des Américains. Alors aujourd'hui on dit bon, il est de bon ton de dire ah oui mais alors qu'est-ce qu'ils étaient imprévoyants, mais ils faisaient ce que faisaient les Anglais au 19e, comme l'a dit très bien Dick Cheney à l'époque quand il était PDG d'Haliburton, la grande compagnie pétrolière qui a restauré l'industrie pétrolière irakienne. Sûrement c'est un hasard. Eh bien, Dick Cheney disait un peu de charia, beaucoup de stabilité, ça nous va très bien. Comme les Anglais au 19e, surtout que ça reste stable, ça ne change pas de filles à l'école, ça va leur donner des idées progressistes. Donc c'est exactement la même politique. On a repris l'idée que voilà, il fallait faire une espèce de... beaucoup de charia, beaucoup de stabilité, c'était parfait. Parce que justement, les Américains, après l'effondrement de l'Empire soviétique, la défaite en Afghanistan, se disaient, grâce à nos alliances en Asie centrale, nous allons pouvoir bénéficier du pétrole de la Caspienne, et il sera très intéressant de faire passer des oléoducs à travers un Afghanistan stabilisé, pacifié et priant, jusqu'au débouché du grand port de notre allié Karachi. Donc l'Afghanistan était là envisagé absolument, c'est un projet d'Haliburton, un oléoduc traversant absolument l'Afghanistan. Alors on s'est dit, bon voilà, ils n'ont pas vu venir évidemment, je ne suis pas sûr qu'on puisse les en blâmer, c'est raisonné avec cynisme évidemment. Dans les relations internationales d'ailleurs le cynisme prévaut, donc c'est pour ça que je reproduis au deuxième degré les raisonnements qui pourraient être ceux des diplomates ou des géopoliticiens. L'Afghanistan stable, c'est tout ce qu'on veut. Mais en 96, c'était quand même pas vraiment... dans les années 80, quand on armait
très motivés talibans, talib ça veut dire étudiants, les très motivés étudiants qui arrivaient d'Arabie Saoudite notamment, ou les Tadjiks ou les Pashtuns qui allaient s'y former, quand on les armait, il n'était pas évident qu'ils devinssent un jour les grands adversaires de l'Occident, du grand Satan américain et toute cette rhétorique. C'était pas l'islamisme n'existait pas, il y avait l'Iran, mais enfin c'était des chiites. Voilà, c'était pas forcément visible. J'avoue que c'était quand même un petit peu joué avec le feu, effectivement, et c'est ce qui s'est produit par la suite. Alors on connaît effectivement la suite. Dans la suite du régime soviétique, il s'est déclenché une guerre civile inter-afghane, entre d'un côté les forces islamistes et les forces qui ne l'étaient pas. Le premier régime, donc jusqu'à 1996, a été un régime à peu près laïque, d'équilibre, dans lequel les Tadjiks jouent un grand rôle. Et puis en 1996, les talibans arrivent au pouvoir à Kaboul et font là, évidemment, une des pires horreurs de l'histoire, qui a été le régime taliban. Il faut quand même, là aussi, s'en souvenir. Et là, l'Afghanistan échappe à tout contrôle. Alors les talibans, ça a été épouvantable. Évidemment, ils organisaient tous les vendredis des grandes cérémonies dans le stade de Kaboul où on exécutait à la rafale de Kalachnikov les femmes adultères, par exemple. Ils ont interdit toute instruction aux filles. Enfin, ils ont détruit les bouddhas de Bamiyan parce que ça faisait partie de la culture païenne pré-islamique. Enfin, c'est un régime horrible. C'est évidemment le plus radical des fascismes que celui qui prétend parler directement au nom de Dieu, et ce probablement quelle que soit la religion. Donc, bon, ça a été donc absolument épouvantable. Et puis surtout, c'est un exemple avancé, l'Afghanistan, qui n'est pas le seul dans le monde actuel, de ce que sont devenus un certain nombre d'États après la chute des blocs. Après la chute des blocs, eh bien, les États, beaucoup d'États sont vraiment devenus très poreux parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus les subventions pour maintenir un semblant d'unité nationale ou au moins une autorité de l'État. Ça, on le voit beaucoup en Afrique aussi ou en Somalie, c'est très spectaculaire. Des États qui s'effondrent et qui deviennent à l'intérieur des poches de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité qui s'exerce et donc peuvent s'y entraîner des terroristes, y financer des terroristes. Hier, l'Afghanistan. Aujourd'hui la Somalie, qui est une des grandes plaques de financement, de trafic d'armes pour les mouvements terroristes du monde. Il n'y a plus beaucoup, depuis la chute des blocs, d'États, les rogue states, là, les États voyous dont parlait Bush, il y en a quand même finalement de moins en moins. En revanche, à l'intérieur d'États au pouvoir faible, que l'Occident ni le bloc de l'Est qui n'existe plus ne subventionne pas, où l'autorité publique s'est affaiblie, alors là effectivement il y a des poches, le Mali, la Somalie, l'Afghanistan bien entendu, sous les talibans, il y a des poches où peuvent s'installer effectivement toutes sortes de trafics politiques, toutes sortes d'influences. C'est ce qu'a fait Oussama Ben Laden, qui avait des camps d'entraînement en Arabie Saoudite, en Afghanistan, et c'est de là bien sûr qu'il a lancé les attentats du 11 septembre. On peut contester la guerre en Irak. La France l'a fait, probablement elle n'avait pas tort. La guerre en Afghanistan me semble déjà nettement moins critiquable, la guerre de 2002. On peut quand même poser deux questions. La première, c'est que deviendrait la sécurité, la stabilité, l'équilibre du monde si la plus grande puissance, agressée comme elle l'a été, ne réagissait pas. Il y avait une incitation terrible à plus d'actes terroristes, plus de déstabilisation. Donc moi je fais partie de ceux qui ont totalement approuvé la campagne de renversement des talibans en 2001. D'une part pour la stabilité et la sécurité du monde, d'autre part parce que cela permettait de jeter le régime taliban là où il devait être, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Donc à tous égards, la France y a d'ailleurs beaucoup participé, notamment avec ses avions de renseignement, pour aider à la destruction de ce régime. En soi, personne ne va verser une arme sur les talibans, j'entends bien, ça n'a pas permis pour autant de véritablement stabiliser la région, bien entendu. Ça n'a pas permis de stabiliser la région, parce que, du coup, les Américains et les alliances occidentales se retrouvent dans la situation militaire assez classique, c'est-à-dire que finalement, ils maîtrisent surtout les grands axes, pas vraiment le détail des provinces, et qu'ils ont réinstallé au pouvoir des Pashtuns, ce qui est inévitable, mais pas entièrement satisfaisant. Je m'explique. La solution, après le renversement des talibans en 2002, on a pensé à ramener Zahir Shah, qui vivait en exil à Rome.
qui d'ailleurs est rentré au pays et qui est mort peu après. Alors, comme ça n'a pas été accepté, on a dit, bon, bah, il faut un pouvoir Pashtun, point d'équilibre. La composition afghane, c'est les Pashtuns. Alors, on a installé Hamid Karzai, qui était un fervent royaliste, hein, et qui était partisan de la solution de Zahir Shah. C'était finalement un peu un roi sans roi, Hamid Karzai. Donc, un pouvoir Pashtun. Alors, le problème, c'est que l'équilibre du pouvoir n'a pas vraiment été assuré. Et les forces qui avaient plutôt été favorables aux Américains pour se débarrasser de l'invasion russe se sont retournées contre eux, notamment les forces religieuses. Donc il y a un problème de partage du pouvoir, de partage équitable du pouvoir, et un problème d'hostilité à la présence américaine en Afghanistan. Vous avez des zones d'occupation de différentes armées, avec la zone française qui est ici, autour de Kaboul, à l'est de Kaboul et dans la vallée de la Kapisa. Alors justement, ces campagnes sont un petit peu l'occasion de nous interroger sur la notion de victoire. Qu'est-ce qu'on fait en Afghanistan et qu'est-ce qu'on peut en espérer? Il n'est pas question de terrasser l'ennemi comme en 1918. Le pays n'est pas dominable entièrement. Hein. C'est un pays extrêmement escarpé, montagneux, avec des endroits très difficiles. Le principal passage ici, la passe de Khyber, on entend souvent parler entre le Pakistan et l'Afghanistan, est un lieu rêvé pour embuscade de manuels de stratégie, quoi, hein, de manuels de tactique. Donc c'est pas tenable véritablement. Bon. Donc on ne peut pas rêver de terrasser l'ennemi, ou alors il faudra envoyer 1 million d'hommes en Afghanistan. On voit bien que c'est quand même pas vraiment la tendance. Hein. La doctrine stratégique américaine, c'est de pouvoir soutenir 2 conflits majeurs. Enfin justement on les a. Il y a le front afghan puis il y a le front irakien. Donc bon, rien que Obama a pris la seule option possible, qui est de se retirer d'ici 2014. Donc l'espérance, c'est quoi? Bah, c'est d'arriver... Alors d'abord, ça a fait muter beaucoup la stratégie militaire, l'Afghanistan, parce que c'est typiquement une guerre asymétrique. Les guerres asymétriques, ça a existé enfin, tout le temps depuis le 19e siècle, enfin c'est vraiment devenu au 20e siècle, depuis la fin des blocs, c'est devenu classique, la guerre asymétrique. C'est-à-dire, contre une armée classique, avec des concepts classiques, des armes classiques, en face, il y a un adversaire qui joue absolument pas le jeu, qui se cache parmi des civils, qui utilise les armes du terrorisme, les armes de l'image, enfin, on voit ça à Israël contre le Hezbollah, on en a parlé ici même, et là, évidemment, les talibans, enfin les opposants à la présence occidentale, ils utilisent absolument toutes ces armes-là, dans un relativisme moral effarant. Enfin, la guerre d'Afghanistan a été... les soviétiques ont commencé une guerre archi sale. Hein. Ils ont utilisé des gaz de combat, ils utilisaient des mines antipersonnelles qu'ils larguaient par avion ou par hélicoptère et qui s'armaient en touchant le sol. J'en ai vu pendant ma période militaire. Elles s'armaient en touchant le sol. Alors souvent, ils les dissimulaient dans des jouets, des petites poupées, etc. Parce que ce sont les enfants qui allaient alimenter les combattants anti-soviétiques dans la montagne, et ça permettait de leur arracher une jambe ou un bras, et donc de les neutraliser. Et ça coupait les ravitaillements aux combattants anti-soviétiques. Enfin, ça a été quelque chose d'épouvantable. Donc bon, c'est vraiment... c'était une guerre d'une extrême violence. Hein. Donc ça fait beaucoup muter la stratégie militaire, parce que à ce point de guerre asymétrique, il y a 3 ans, le général Petraeus a pensé de ce qu'on appelle le surge, c'est-à-dire la stratégie de contre-insurrection. La contre-insurrection, ça consiste pour les armées à développer des programmes civils de manière à gagner le cœur des populations. Alors vous avez dans l'armée française, je vous connais personnellement d'ailleurs, des militaires, mal vus d'un peu tout le monde, c'est un job très dangereux, qui sont en Afghanistan et qui passent dans les villages en disant qu'est-ce que vous avez à faire, est-ce qu'on peut vous construire un puits, vous construire une école, qui reconstruit systématiquement les maisons détruites par bavure militaire, enfin bon. C'est une stratégie, donc ça vraiment on voit bien aujourd'hui que la guerre déborde totalement sur le civil et elle a pour enjeu l'opinion publique, le cœur des populations, l'image même de l'armée entre guillemets occupante. Contrairement à ce qu'on dit, ça ne marche pas si mal que ça. Ça a marché pas si mal que ça. L'acmé de la violence a été atteint dans les années 2005-2006, depuis ça régresse. Le nombre de morts violentes en Afghanistan. Alors, on reste quand même dans un taux élevé, évidemment, mais ça a tout de même obtenu un certain nombre de résultats. Et cette présence militaire très décidée des Occidentaux, plus le surge, ont montré qu'en tout cas, il n'y avait pas de solution. Les talibans non plus ne pouvaient pas rêver d'une défaite en race campagne de l'armée américaine, comme le corps expéditionnaire britannique de 1842. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, dans le fond, les objectifs ont presque été atteints. C'est-à-dire, en gros, stabiliser le pouvoir, en gros,
ce qui ne peut se faire que par un partage résolu du pouvoir où toutes les composantes de l'Afghanistan sont représentées, dans une extrême autonomie des régions et des clans et des villes et des villages, avec, encore une fois, un pouvoir comme Zahir Shah, c'est-à-dire Ali Karzai, ben voilà, il gouverne avec l'accord des notables, il gouverne en gros les notables, les responsables administratifs de son système de gouvernement, qui sont d'ailleurs souvent de très grands notables locaux, et puis eux gouvernent le peuple. Et c'est ça, dans le fond, l'équilibre qu'on peut attendre de l'Afghanistan. Et on ne peut pas le changer par décret. Donc il est justifié de se retirer à partir du moment où on a montré que de toute façon on ne laisserait pas s'effondrer le système. Ça interroge beaucoup notre notion de victoire. Vous voyez que j'en rabats pas mal quant aux grandes ambitions occidentalisatrices, civilisatrices, pacificatrices qu'on peut avoir en Afghanistan. Et au fond, le raisonnement des diplomates et des stratèges, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que je parlais de la refermeture d'un cycle, parce que finalement, on en revient à l'idée que l'Afghanistan, c'est moins cynique qu'autrefois peut-être, doit évoluer à son propre rythme, mais que l'important c'est qu'il n'y ait plus jamais de Ben Laden qui utilise une fragilité intérieure du régime pour lancer des organisations terroristes. Si on arrive à ça, on aura rempli nos objectifs. Ce que devient l'Afghanistan après, rideau, couvercle, c'est un pays qui évoluera par lui-même. Encore une fois, on a montré qu'on ne le laisserait pas déstabiliser, qu'on n'admettrait pas le renversement. C'est un pays qui, je raisonne volontairement de manière cynique, comme si on était entre responsables du Pentagone, vous voyez, qui n'a pas d'importance, simplement il ne faut pas qu'il déborde sur l'extérieur. Il ne faut pas qu'il soit un ventre mou du système monde, un lieu de culture des bacilles terroristes. À partir du moment où on est stabilisé, on referme délicatement le rideau derrière nous et on s'en va. Et c'est exactement ce qui est voulu aujourd'hui. C'est exactement ce qui est voulu, comme c'était déjà voulu par les Russes et les Anglais dans les années 1860-1900. Donc l'objectif est en gros le même. Alors pour ça, il reste quand même un certain nombre de difficultés. Bon, il y a d'abord effectivement le difficile équilibre, le difficile équilibre des régimes, je l'ai montré pour l'Afghanistan et pour le Pakistan. Et puis il y a des gens qui s'estiment floués et qui poursuivent d'autres objectifs. Il y a dans les Baloutches, dans ce qu'on appelle les zones tribales, ce terme me fait toujours rire, les zones tribales, tout l'Afghanistan est tribal. Bien tribal, évidemment, ça renvoie à toute une imagerie de l'os dans le nez, qui est complètement ridicule. Ça veut dire effectivement, vous savez que l'Afghanistan, comme le Pakistan, subdivise en ethnies, que les ethnies elles-mêmes se subdivisent en tribus, qui elles-mêmes se subdivisent en clans. Entre clans, entre tribus, au sein même d'une ethnie, et dans le fond, entre ethnies, il y a des systèmes d'alliance, de guerre, de partage des ressources et du pouvoir. Et c'est là, évidemment, que gît le ventre mou de l'Afghanistan, de la zone afghano-pakistanaise. Il y a 2 ans, il y avait un terme assez amusant de dire on peut discuter avec les bons talibans, parce qu'il y a des bons et des mauvais talibans. Alors, qui sont les mauvais talibans? Ce sont le Mollah Omar et sa bande, là, on ne sait pas trop où ils sont, mais qui poursuivent le rêve d'un émirat islamiste intégral. Rêve qui a été mis en œuvre, d'ailleurs, au Waziristan Nord en 2009, ou au Waziristan Sud, pardon, province qui a décidé... C'est beau, ça. Donc, c'est en même temps une concurrence déloyale, quand même. Qu'est-ce que c'est? Un téléphone. C'est un téléphone, d'accord. Si la personne qui le reconnaît me passe la sourdine, je serai donc, le Waziristan Sud qui a appliqué en 2009 la charia intégrale et contre laquelle l'armée pakistanaise a dû lancer une offensive, parce que là on était retourné véritablement à l'Afghanistan du Mollah Omar. Alors les mauvais talibans, c'est eux. Tout laisse à penser qu'ils sont extrêmement minoritaires aujourd'hui. Extrêmement minoritaires. Alors les bons talibans, ce sont ceux qui s'intitulent talibans, mais dont l'objectif n'est pas forcément de refaire un émirat islamique, comme l'avaient fait les talibans des origines. Autrement dit, les talibans, ce qu'on appelle talibans, qui est en réalité un terme générique, dont les rebelles à l'occupation occidentale américaine se sont saisis, ce sont des gens qui poursuivent des objectifs locaux. Alors l'objectif local, c'est le vieux rêve du Pachtounistan. C'est-à-dire que ces gens veulent ici, puisque la frontière qui passe au milieu n'existe que sur la carte, que de part et d'autre, on est peuplé de Pashtuns,
le rêve de la plupart des groupes d'opposition, c'est de participer au partage du pouvoir et des ressources. Hein, les Balouches sont de part et d'autre de la frontière. Et dans les zones dites tribales, on y trouve des tribus qui sont alliées, qui ont des siècles d'existence ensemble, des siècles d'autonomie de gestion, j'oserais dire, derrière elles, des siècles d'auto-organisation loin des pouvoirs, et qui veulent que ça continue. Et qui veulent absolument pas entendre parler d'un Afghanistan centralisé, dominé par d'autres tribus, ou pire encore, d'un Pakistan qui voudrait, là aussi, les empêcher de faire leurs petites affaires. L'essentiel du terrorisme anti-occidental, il est issu de ces deux sources. Les mauvais talibans, ceux qui veulent l'émirat islamique intégral, je crois que c'est minoritaire, et puis ceux qui signalent qu'ils ne participent pas assez au partage du pouvoir, qu'on ne leur laisse pas assez d'autonomie. C'est essentiellement les gens des zones tribales, hein, qui sont les tribus, qui sont des tribus pashtuns, qui ont l'habitude d'ignorer superbement la frontière et qui ne veulent pas se retrouver coincés entre deux régimes rêvant de centralisation. Hein, donc c'est l'essentiel de ce qui se déroule. Alors évidemment, Obama fait la seule chose qui est possible, c'est-à-dire mener une guerre contre les chefs, parce que ce sont des rébellions de notables. Les tribus sont emmenées par de grands notables, de grandes familles de notables tout à fait traditionnelles, allégeances traditionnelles. Ceux qui sont intégrés dans le système, ils sont dans la loge Agéria, dans le Parlement afghan. Ceux qui ne sont pas intégrés, ils entrent en rébellion. Mais alors ils peuvent en entrer et en sortir de la rébellion. Ça dépend des alliances de tribus. Vous avez par exemple une véritable guerre civile qui s'est lancée à Kandahar, dont le gouverneur était le frère d'Hamid Karzai. On a dit, oh, c'est un pourri le trafic de la drogue. Oui, ben, il n'est pas le seul. Donc, effectivement, là aussi, on ne peut pas concevoir une morale civique en Afghanistan aujourd'hui sur le mode de la transparence de la vie politique française. Hein. C'est peut-être qu'on puisse employer ce mot. Voilà, donc, effectivement, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, disons au moins que la morale citoyenne a augmenté en exigence et qu'aujourd'hui, vraiment, dans ces pays, évidemment, la distinction entre le public et le privé, dans le fond, ce sont tous des ressources de l'administration du gouvernement pour donner des jobs, des subventions, exactement comme la fortune personnelle, sont toutes des ressources qui sont à la disposition des grands notables qui sont responsables des postes administratifs locaux. Typique, le frère d'Hamid Karzai, gouverneur de Kandahar. Alors, il y a eu une véritable guerre civile l'année dernière entre la famille Karzai et une autre famille de grands notables qui, justement, évidemment, s'est ralliée à la cause des talibans. Et comme les Karzai sont évidemment les hommes des Américains, ils sont reliés à la cause des talibans c'est une modalité pour poursuivre leur guerre civile, leur guerre d'influence et la tentative de capter un maximum de ressources. Donc aujourd'hui, loin de ce que disent les médias sur la menace islamiste, etc. Bien sûr qu'il y a des menaces d'attentats, mais on voit que les attentats, ils sont aujourd'hui surtout sur le territoire de l'Afghanistan, et ce sont des figures locales, de partage local des ressources et du pouvoir. C'est là, bien entendu, que j'ai le problème. L'Occident ne peut pas résoudre ce problème. Il ne peut pas résoudre ce problème. Donc il ne faut absolument pas rêver de partir en ayant totalement pacifié l'Afghanistan. Ce n'est même pas pensable. Ce qu'on peut faire, c'est encore une fois montrer qu'il existe une structure de pouvoir, qu'on a intérêt à entrer dedans, à discuter des modalités du partage de ce pouvoir et de ses ressources, qu'on ne laissera pas déstabiliser le système qu'on a mis en place en 10 ans d'occupation, et puis c'est tout, et après il faut partir. C'est pas très satisfaisant. On n'a pas MacArthur pour refaire le Japon, et on ne va pas reconstruire la société afghane avec, selon les gentils critères de la société occidentale. On n'en a pas les moyens, et là on n'a absolument pas les moyens du tout de résoudre la violence, l'essentiel de la violence, qui est une violence intertribale, interethnique, mais surtout intertribale et interclanique de l'Afghanistan. Il faut simplement veiller à ce que ça ne déborde pas à l'extérieur. Alors évidemment, c'est le problème de l'Afghanistan et aussi le problème du Pakistan, qui est un cas nettement plus important, beaucoup plus grave. Le Pakistan, aujourd'hui, est un pays qu'on peut encore moins laisser déstabiliser. Alors, se retirer d'Afghanistan, c'est une très bonne idée, ma foi. Quant au Pakistan, il faut à tout prix l'empêcher d'être déstabilisé pour une simple et bonne raison, on le sait, c'est que le Pakistan est une puissance nucléaire. Que donc, il est hors de question, évidemment, que la bombe pakistanaise tombe entre de mauvaises mains, c'est-à-dire entre des mains islamistes. C'est la raison pour laquelle les Américains subventionnent très lourdement le Pakistan, l'armée pakistanaise qui n'existerait pas sans eux, un peu comme l'armée égyptienne, et poussent autant qu'ils le peuvent à
au pouvoir des forces civiles. Hein. Le cheval des Américains, c'était, enfin, entre guillemets, c'était certainement Benazir Bhutto ou les éléments modérés de l'armée, entre lesquels d'ailleurs il y a des alliances diverses et variables. Hein. Le Pakistan, c'est un pays qu'on ne peut en aucun cas, hein, c'est plus qu'un, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu de rang mondial, puisque c'est un pays nucléaire. On ne peut pas laisser tomber la bombe en de mauvaises mains, on ne peut pas non plus laisser disséminer le savoir-faire nucléaire pakistanais. Enfin, le Pakistan, son importance stratégique est destinée à croître parce qu'il a de bons rapports avec la Chine, qui ne demandent peut-être pas autant que les impôts, et parce que, justement, à travers ça, on peut accéder à un dialogue avec la Chine qui aura peut-être du mal à être direct entre la Chine et les États-Unis. Le Pakistan lui-même, poursuivant ses propres objectifs, s'appuyant sur la Chine dans sa rivalité avec l'Inde à propos du Cachemire. Donc là, c'est pareil, on ne peut pas complètement maîtriser par une alliance toute la politique du Pakistan. Il faut simplement empêcher la déstabilisation finale du régime, le risque qu'arrive au pouvoir des islamistes que les Américains ne peuvent absolument pas se permettre de laisser faire. Donc aujourd'hui, il est certain que beaucoup plus important pour l'équilibre du monde et de l'Asie que ce qui se déroule en Afghanistan, qui est aujourd'hui essentiellement de nature locale, beaucoup plus important, ce qui se déroule au Pakistan, les équilibres de pouvoir au sein du Pakistan, parce que là c'est un pays vraiment à l'importance cardinale. On parle beaucoup trop de l'Afghanistan, pas du tout assez du Pakistan et de son évolution politique. Les partis dits islamiques viennent d'ailleurs de remporter les élections devant la corruption, la pourriture intime du régime de M. Bhutto, du mari de Benazir Bhutto, qu'on surnomme là-bas M. 10%, ce qui paraît que c'est son pourcentage dans toutes les entrées de capitaux et les affaires qui se traitent au Pakistan. Donc, bon voilà, là c'est un pays effectivement tout à fait clé, beaucoup plus important qu'est-ce qui se passe en Afghanistan. Là aussi, l'objectif, c'est d'arriver à une stabilisation relative, sans intervenir non plus dans la vie politique pakistanaise directement, quoique on l'a beaucoup fait autrefois, mais on ne peut absolument pas rêver que demain, le Pakistan se transforme en parfaite démocratie occidentale. Ce ne sont pas des pays qui fonctionnent si mal. Le Pakistan, sur le plan économique, bon, depuis les années de crise un petit peu moins bien, enfin les années 80-90, il y a quand même eu un développement économique. Enfin, c'est pas un pays qui est dépourvu d'une société civile, une société civile beaucoup plus avancée qu'en Afghanistan. L'âme des partis démocratiques sont très souvent des juristes, hein, beaucoup d'avocats, de professeurs, etc. Donc c'est pas un pays arriéré. Bon, c'était un des premiers pays du monde à avoir une femme Premier ministre, après tout. Hein. Benazir Bhutto. Bon, donc c'est qu'un symbole, mais enfin du moins c'est quand même quelque chose de relativement significatif. Donc dans la zone afghano-pakistanaise, évidemment, la seule chose que peut rêver de faire le monde occidental, c'est la stabilisation. Il est clair d'ailleurs que les fronts sont destinés à se déplacer. Hein. Il y a le front iranien qui est très important, donc il est bien évident que dans l'avenir proche, les ressources stratégiques, comme le montre l'exemple de la France, avec sa base à Abu Dhabi, hein, se concentreront probablement dans le golfe arabo-persique, autour du détroit d'Ormuz, par lequel transite un peu moins de 20% du pétrole mondial, beaucoup moins qu'autrefois. Hein. Probablement les intérêts géopolitiques se concentreront autour du premier conflit que nous avions examiné, israélo-arabe, et puis de plus en plus autour de la question de l'équilibre interasiatique. Donc le conflit afghan, il est destiné à s'effacer un peu des écrans radars, entre guillemets, au profit de ce qui se passe en son ouest, autour de l'Iran, les équilibres de l'Asie centrale et de la mer Caspienne, et puis en direction de l'Est, parce que là aussi, le futur équilibre de l'Asie est la clé de l'équilibre du monde. Ça passe par des pays qui sont pas du tout ceux-là, enfin si le Pakistan un peu, ça passe surtout par un équilibre entre l'Inde, la Chine et le Japon, bien entendu, qui est un pays clé pour les alliances occidentales dans le monde futur. Et c'est évident, la conflictualité asiatique, pour l'instant, elle est en low-key, elle est en basse fréquence. Elle a vocation à potentiellement devenir explosive, parce que l'Asie est le continent le plus traversé de fractures, de conflictualité, de raisons de conflits, etc. C'est le continent de très loin le plus désuni du monde. C'est la raison pour laquelle on peut penser que cette zone-là, notamment l'Afghanistan, perdra dans les années qui viennent l'essentiel de son intérêt médiatique, mais aussi pour l'équilibre géopolitique et géostratégique
du monde. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous avez peut-être un certain nombre de questions pour éclairer ces sujets. Je reviens un peu Pourquoi se focalise-t-on autant sur la dangerosité de l'Iran avec la puissance nucléaire et ne parle-t-on jamais de la bombe atomique du Pakistan? Parce que le Pakistan est un allié pour l'instant solidement tenu par les États-Unis. Pour l'instant. Pour l'instant. Si un jour le Pakistan tombait dans de mauvaises mains, par exemple un gouvernement d'obédience islamiste ouvertement hostile à l'Occident, alors là ça deviendrait très très dangereux. Hein. L'Iran, comme vous le savez, est déjà en de mauvaises mains. Il est très hostile aux Occidentaux. Donc, on a un journaliste qui exagère, je pense qu'il y a quand même quelque chose un peu détourné sur les vraies intentions des responsables iraniens. Ah, bon, on ne va pas refaire la causerie de la fois dernière, mais on parlait effectivement, l'Iran aujourd'hui est un pays en proie à la passion nationaliste, et ça reste la légitimité ultime du régime que de ressusciter le nationalisme perse. En ce sens, tant cette idéologie nationaliste que son idéologie religieuse, qui porte à l'expansion, est malgré tout dangereuse. Et aujourd'hui, l'Iran est un pays dangereux. Je ne parle pas de la société iranienne, qui survit comme elle peut. Ils sont développés. Mais tout à fait. Et je ne parle pas de la haute civilisation iranienne. Je parle simplement de l'idéologie qui est aujourd'hui l'âme du régime. Alors il reste un espoir, c'est que le régime change, comme on l'a fait la dernière fois. Le Pakistan, aujourd'hui, c'est un allié très solidement tenu par les États-Unis. Et donc, jusqu'à présent, on peut dire solidement tenu. On a bien vu, à l'occasion de l'affaire Ben Laden, qu'il y avait quand même... il y avait des aspects où on retenait un petit peu moins, parce que Ben Laden, il vivait quand même tranquille, dans une école, dans une ville où il y avait une masse d'officiers à la retraite. Hein, c'est une ville de villégiature et de retraite pour officiers de l'armée pakistanaise, qui en dit long quand même, où il était là, dans sa datcha, si j'ose dire, tout à fait tranquille, somme toute. Hein. Donc on voit bien qu'il a bénéficié de protection. C'est un pays évidemment moins stable, c'est pour ça que certains disent qu'il faut renverser les alliances, laisser tomber l'Arabie Saoudite, mais c'est pas possible ça. Donc le Pakistan pour l'instant c'est tenu, les Américains ne seront jamais tombés. Le Pakistan, et si ça devait évoluer dans le mauvais sens, il s'arrangerait à l'égyptienne. Il a remarqué en Égypte, ils disent oh, eh bien si les frères musulmans gagnent les élections, l'Amérique s'en accommodera, dit Madame Clinton. On sent un peu la prise de contact avant les élections entre nos chers frères musulmans et nos chers amis américains. Ils s'arrangeraient sans doute pour écrire un scénario de ce type-là. Mais de toute manière, c'est vraiment un pays clé dans leur alliance. On a raison de dire que l'Iran est dangereux aujourd'hui. Le Pakistan ne l'est pas ou pas encore. Oui. 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 Pardon. Il faut quand même qu'il se rapproche un peu avec l'Inde, parce qu'avec l'Inde, c'est quand même... Oui, c'est un enjeu local. Alors, enfin, les Occidentaux ont compris l'intérêt de l'Inde, parce qu'il y a eu des tas de rapprochements maintenant, avec, au milieu de, là aussi, des choses dont on parle beaucoup trop de la Chine et pas assez de l'Inde. L'Inde est pour l'Occident une alliée naturelle qu'on cultive un peu depuis quelques années. On a commencé à s'y intéresser sous Chirac, sous Bush, etc. Oui, effectivement, s'en rapprocher. Bon, il faut empêcher que le conflit du Cachemire dégénère véritablement, puisque le Cachemire est aujourd'hui partagé probablement définitivement. Donc il faut empêcher que ça dérape trop. Ce que peuvent s'employer à faire les États-Unis, justement en faisant un peu pression sur le Pakistan. Après, puisque ce sont deux puissances nucléaires, il ne risque pas d'y avoir monté aux extrêmes. J'en veux pour preuve les attentats organisés par les services pakistanais en Inde régulièrement. Ils font de la guerre salée indirecte, parce qu'on ne peut pas risquer... alors évidemment, de temps en temps, il y a de la canonnade dans les sommets du Cachemire, dans des cols himalayens à 5000 mètres d'altitude. Bon, parfois violente, mais étant donné la logique de dissuasion de deux pays à capacité nucléaire, il est douteux que ça aille tellement plus loin. Donc, quant à se rapprocher, là aussi, c'est la conception de deux États qui est en jeu. Encore une fois, l'Inde pluri-religieuse, laïque, là, le Pakistan, République islamique, hein, ils se définissent, enfin, vraiment c'est comme l'eau et le feu, quoi. Deux identifications de nations tout à fait incompatibles. Tout à fait incompatibles. Donc, se rapprocher, oui.
comment les Américains, vous voyez, enfin, les Occidentaux en général, vous voyez l'Afghanistan des années 90, surtout entre 96 et 2001? C'était 96-2001, je te rappelle, c'était les talibans. Oui, Donc, pour ça. ils étaient atterrés, c'est-à-dire que les Américains n'auraient jamais pensé que l'animal qu'ils avaient nourri leur mangerait la main, quoi. Ils se retourneraient totalement contre eux. Ça a été absolument une surprise, absolument une surprise. Je me rappelle d'un Oui. documentaire, c'est pas un 9/11 de Michael Moore, où on voyait une délégation d'Afghans, talibans afghans au Texas, justement, en négociation pour le pétrole, reçu officiellement. Oui, c'est en négociation probablement pour le tracé de l'oléoduc qu'envisageait Halliburton, j'imagine que c'est ça. Oui, c'est les vérités de Michael Moore. Bon, oui, c'est fort possible, mais alors c'était certainement avant leur arrivée au pouvoir, parce que ça a dégénéré assez vite. Hein. Il y a eu des premiers attentats contre le Cole là, au Kenya en 98. Il y avait déjà eu un attentat contre le World Trade Center en 93. Donc il y avait quand même des déclarations de plus en plus hostiles. On ne s'est pas affolé en se disant, bah voilà, on ne s'est pas affolé pour diverses raisons. D'abord parce que voilà, que ça s'agite en Afghanistan, qu'un monsieur Ben Laden et quelques camps d'entraînement terroristes étaient sous surveillance, mais sans plus. Et puis surtout parce que dans le système de défense issu des blocs, c'était pas une menace prévisible. C'était pas identifié comme menace que détourner des avions civils et les cracher sur c'est des bâtiments officiels. Aujourd'hui, ça serait difficile à faire. À l'époque, le 11 septembre, c'était pas monstrueusement difficile à organiser comme ça s'est fait. Parce que précisément, le système de défense n'avait pas identifié ce type de menace. Et donc, on ne pouvait pas les arrêter une fois en l'air. La chaîne de commandement est bien trop longue pour aboutir même à la destruction de ces malheureux avions avant qu'ils frappent le tour. Et parce que ce n'était pas identifié comme menace. Donc, aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile de faire ça. On a dit voilà, au FBI, le FBI a repéré des gens qui prenaient cours de pilotage mais qui ne semblent pas s'intéresser à la phase d'atterrissage, parce que c'est des rapports qui ont été transmis à l'administration Bush. Mais ici, non, mais c'est exactement ce qui a été transmis dans les rapports. Comme l'a montré les auditions de Condoleezza Rice, de l'administration Bush à propos, et Clinton à propos des attentats du 11 septembre. Mais le problème, c'est que pour que ce genre de rapport fait par un flic local du FBI remonte jusqu'à un niveau de décision où on pourrait déclencher l'attention politique, c'est beaucoup trop haut, beaucoup trop loin de son niveau hiérarchique. Quand c'est pas identifié comme une menace claire, la menace stratégique jusqu'au 11 septembre, c'est le missile intercontinental soviétique, quoi. Donc, du coup, on ne sait pas arrêter les attaques menées par des avions civils sur un vol de 40 minutes. Ça, c'est impossible. Donc la façon dont les Occidentaux le voyaient quand même avec beaucoup d'inquiétude, à partir de... Ça a dégénéré très très vite, le régime taliban, très vite. Hein. Les Bouddhas de Bamiyan ont d'ailleurs attiré davantage l'attention que le sort des femmes afghanes sous les talibans. Enfin, ça a été très vite un régime monstrueux et qui se répandait en proclamations toutes plus extrémistes les unes que les autres. Hein. Donc, non, ça n'a pas été vécu du tout dans la sérénité, au contraire. Mais d'ici à penser que ça permettrait de faire des attentats du 11 septembre, c'était quand même autre chose. Oui. Et comment on peut imaginer une stratégie américaine de containment après 2014, sachant que le Pakistan n'est pas très fiable, même je ne sais plus si les Kirghiz ou les Ouzbeks qui ne sont pas très fiables non plus. Le point clé, c'est la stabilité du pouvoir. C'est-à-dire, c'est un peu à l'irakienne, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un partage. C'est pas perdu non plus. Regarde l'Irak. Alors, il y a des gens là qui s'agitent actuellement, il y a des attentats, etc. Mais la violence en Irak, elle a énormément baissé quand on a réintégré les sunnites, et notamment les anciens du parti Baas de Saddam Hussein, dans le dialogue politique et dans la répartition des postes. Quand on les a réintégrés dans les administrations. Donc il faut, pour que le pouvoir afghan soit stable, qu'il soit encore une fois équilibré, extrêmement reposant vraiment, enfin, ne gouvernant pas le peuple afghan encore une fois, mais qu'il fonctionne par un accord entre les grands notables, les différentes ethnies, les différentes régions. Et puis au sein de ça, il y aura une évolution pragmatique peut-être vers un peu plus de modernité, sans doute, parce qu'elle est certainement souhaitée. Mais voilà, et c'est comme ça que ça peut se stabiliser, pas autrement. On ne peut pas penser une stratégie militaire de stabilisation. On ne va pas encercler l'Afghanistan comme autrefois on encerclait l'URSS, si tu veux. Donc la seule voie pensable, c'est une forme de stabilité du pouvoir, laquelle ne peut être obtenue que par, encore une fois, que par le modèle Zahir Shah. Ce que j'ai essayé de montrer, il faut que ça refonctionne comme ça fonctionnait, de manière comparable à la façon dont ça fonctionnait entre 30 et 65, qui reste le seul modèle politique praticable pour l'Afghanistan. C'est ce vers quoi on se dirige? Je le pense.
je le pense, parce qu'on a montré qu'on ne laisserait pas déstabiliser Karzai, enfin, le système mis en place, et puis parce qu'on cherche des voies de la négociation avec les bons talibans, en leur disant, mais c'est quoi votre problème? Vous voulez une indépendance, une autonomie accrue des zones tribales, ça peut se discuter, vous voulez contrôler les routes du pavot, ça peut s'arranger, off micro, etc. Alors, le Serge, par exemple, prend pas ça du tout en compte. Aujourd'hui, c'est la première zone de culture de la drogue dans le monde, loin devant le Triangle d'Or. Les militaires qui font le Serge, ils s'en occupent pas. Hein. Ils ne vont pas détruire les champs. On ne regarde absolument pas le champ d'à côté pour voir ce qui s'y passe. Donc, forcément, ce qui montre bien d'ailleurs que l'Afghanistan tiendra ce qu'il pourra en fonction de ses équilibres internes. Mais ce n'est pas une stratégie militaire qui est responsable. C'est une stratégie de stabilisation du pouvoir civil. C'est ça la victoire, entre guillemets. C'est ce qu'on peut faire de mieux. C'est la solution optimale. Et on a raison de partir, parce que c'est pas de rester 5 ans de plus, ou 10 ans de plus, qui l'arrangerait simplement. À quoi ça sert de rester jusqu'à 2014? C'est former une armée qui, justement, rende le système indéstabilisable par la force. Vous lui démontrez qu'on ne peut pas déstabiliser le système par la force. Avec les finances, avec les États-Unis. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on est resté aussi longtemps. Mais maintenant, il faut partir. Obama a tout à fait raison. Tout à fait raison. Et c'est horrible à dire, mais c'est pas parce qu'il y aura quelques attentats que le monde sera de nouveau à feu et à sang. C'est pas parce qu'il y a quelques attentats et des éléments de guerre civile qu'il y a un nouveau Ben Laden. Ça vient des enjeux locaux. Oui, Ariane. Alors, je vais peut-être faire une voix de Candide, mais il y a quelque chose qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que tu idéalises ou que tu présentes comme très positif les forces occidentales qui viendraient là pour essayer de faire ce qu'elles peuvent pour aider des gens qui ne sont pas bien gentils entre eux et que voilà, et ces forces occidentales, elles ont quand même tous leurs intérêts et ce sont pas de bonnes gentilles personnes qui viennent. Mais non, mais bien sûr, non, j'ai jamais dit ça. Comme au 19e siècle. J'ai l'impression que tu les idéalises comme des gens qui viendraient pour essayer d'arranger des choses difficiles. Non, ce que je dis simplement, c'est que comme au 19e siècle, l'Afghanistan est né de la stérilisation des empires, enfin dire on ne va pas se taper sur la figure pour l'Afghanistan, donc on fait l'Afghanistan zone tampon. Aujourd'hui c'est exactement pareil. Le but c'est que ce soit stable. Alors cette stabilité, elle passe par la stratégie militaire de search, de contre-insurrection. Mais c'est pas par gentillesse, on n'a pas transformé les braves armées occidentales en Mère Teresa, absolument pas, non pas du tout. C'est pour que ce soit stable. Et s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, l'Afghanistan, tout le monde s'en fichait complètement, c'est un pays en jeu. Il n'a pas une valeur en soi, je parle comme conquête stratégique. Simplement, il faut empêcher les débordements du passé. Basta. Donc non, c'est pas du tout dans un doux humanisme de vouloir, je ne doute pas qu'on le veuille aussi quand même, mais le bon développement du brave peuple afghan. Tout le monde s'en fout. L'idée, c'est que ce ne soit pas déstabilisé. Comme les Anglais au 19e. Ils disent, appuyons le clergé le plus réactionnaire. Il ne faut pas que ça se développe, sinon il va leur venir des idées. Donc, ils vont se lancer dans le nationalisme. Chaque fois qu'on a vu des colonisés se développer, pof, ils ont chopé le virus du nationalisme. Ah non, pas de ça. En Afghanistan, il ne faut pas que les filles aillent à l'école. Donc, ils ont soutenu avec soin, avec beaucoup d'applications, les formes les plus réactionnaires de la pensée religieuse. Mais pas que ça évolue. Aujourd'hui, c'est pas ça, parce qu'on ne peut pas refaire ça. Mais l'idée stratégique est un peu la même. Il faut que ce soit stabilisé. Alors, en même temps, la présence occidentale, je ne la canonise pas. Comme je l'ai dit, c'était indispensable de faire la guerre pour détruire le régime taliban. C'était inévitable, indispensable. Et pour ma part, je dis c'était bien. C'était un exemple de guerre juste. Oui, je me risque jusque-là. Vous allez très très loin, maître. Vous allez très très loin. Oui, je me risque juste là. Jusque-là, c'était juste. Alors, c'était juste, pourquoi? Parce que je ne dis pas que c'était bien, mais je dis que c'était juste. C'était juste pour l'équilibre du monde, parce que je répète que à partir du moment où la première puissance du monde, agressée comme elle l'a été, se laisse faire et ne réagit pas de manière radicale, le monde devient dangereux, parce qu'il y a une incitation au terrorisme. En ce sens donc, et pour rechercher un minimum de stabilité dans le monde, c'était relativement juste. Enfin, vous m'excuserez, mais je pense qu'il y a aussi, c'est vrai, une forme de question de principe. C'était une application juste d'un certain droit d'ingérence, parce que le talibanisme est quand même une des choses les plus immondes qu'on ait vues dans l'histoire des hommes comme régime politique. Il était donc certainement... La question m'a été posée une fois par une jeune fille. Mais quel est l'intérêt de cette guerre? C'était juste après. Je dis, vous, mademoiselle, demandez ça. Mon Dieu. Oui, qu'est-ce qu'on attend là pour taper sur l'Iran?
Alors, il y a les principes et leur application. C'est-à-dire qu'il faut souvent une rigueur doctrinale et une souplesse ecclésiale. Donc, l'Afghanistan, terrassé des talibans, M. Medalen et ses spadassin, ce n'est pas trop dur. L'Iran est un tout autre morceau. Enfin, ce n'est pas comparable, bien sûr, puisque l'Iran, on n'est quand même pas chez les talibans. Après, je sais qu'on va m'accuser de canoniser le régime des mollahs, mais pas du tout, mais c'est quand même pas l'Afghanistan. Les principes, ils sont quand même, dans le fond, un peu moins faciles à discerner, et puis surtout, les principes n'ont jamais empêché, encore une fois, le réalisme, quoi. On ne va pas taper sur l'Iran parce qu'on ne va pas se mettre une troisième guerre de grande ampleur sur le dos, et que l'armée iranienne fait beaucoup moins rire que l'armement des talibans, quoi. Beaucoup plus difficile à faire. Si on pouvait, je vous assure qu'on l'aurait fait toujours raison, parce qu'il y a certains que ça démange vraiment énormément. Mais c'est très dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Et en plus, ça aurait sûrement des effets contre-productifs. Les talibans, je ne pense pas que les Afghans dans leur ensemble, si on peut employer ce mot face à cette carte, aient beaucoup pleuré sur la fin du régime taliban. En tout cas, les Afghanes, sûrement pas. Si on attaquait l'Iran, ce serait certainement l'occasion pour le régime de refaire autour de lui une forme d'unité dans une réaction nationaliste. Donc pour toutes ces raisons, puis enfin, je dis l'armée iranienne, l'armée iranienne déjà c'est pas très long, hein, donc bon, s'il faut en plus se farcir une mini-guerre maritime là, dans les semaines qui viennent dans le Golfe, c'est pas très amusant. Je crois que les ennemis n'ont plus de moyens pour faire nombreux. Oui, ils auraient les moyens, oui, ils ne peuvent pas en faire trois à la fois quand même. Voilà, mais ils ne peuvent pas. L'armée iranienne ne tiendrait pas 8 jours face à l'armée américaine, ça c'est évident. Hein. Mais non, mais c'est pas la victoire militaire. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Militairement, ils peuvent tout. Et puis c'est deux conflits, pas trois. Pour l'instant, il y en a déjà deux. Il y a l'Iran et puis il y a l'Afghanistan. Donc bon, ça fait quand même un peu beaucoup. Après, ce qui peut se passer, c'est que vraiment, si l'Iran va trop loin, on cassera un ou deux bateaux, on ira bombarder Bandar Abbas, c'est plus la galère, si j'ose dire. On vogue le pétrolier. Voilà, on ne va pas se lancer. Après, l'option militaire, s'il se déroulait là vraiment un scénario de guerre, probablement on y aurait profité pour égarer quelques missiles sur les sites nucléaires. Mais l'option militaire, elle doit rester sur la table. Parce que sinon, rien n'est crédible. Enfin, si on dit à l'Iran, écoute, nous ne te laisserons jamais avoir l'arme nucléaire, mais il faut bien que, ultimement, in fine, au sommet de tout, l'option militaire soit sur la table. Et que le message soit, s'il faut aller bombarder, alors nous irons. Mais ça, il faut que ce soit très loin comme perspective, qu'on n'en parle pas, et enfin, que tout le monde sache que c'est possible. Parce que sinon, voilà, s'il n'y a pas la force derrière, mais il faut passer d'abord par la pression, l'embargo, etc. Parce que je répète, encore une fois, pour revenir sur l'Iran, qu'il est hors de question de laisser l'Iran accéder à l'arme nucléaire. C'est hors de question. C'est impossible pour tout le monde, et personne ne le laissera faire. Les États-Unis ne le laisseront jamais faire, et ils ont raison. Il y a bien d'autres pays qui l'ont, même. Vous m'avez déjà fait cette objection, madame. Nous ne parlons pas du droit à la fois dernière, nous ne parlons pas du droit à produire du pain, nous ne parlons pas du droit à l'enrichissement et au développement, nous parlons de l'arme nucléaire, c'est-à-dire d'une arme qui a un potentiel de destruction sans égal dans l'histoire. Certes, mais Israël n'est pas gouverné par un gouvernement à l'iranienne avec une idéologie aussi démente. Et Israël, là, c'est fort dommage. Israël, c'est maintenant je vais passer pour après être passé pour un antisémite primaire. Ou pour un pro. Bon. Le gouvernement israélien, moi, de l'Iran, bon. Et puis surtout qu'Israël l'est, grâce au cher et vieux pays, la France, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Mais on ne peut pas laisser s'élargir le club nucléaire. Encore une fois, on ne parle pas il y a du droit à avoir des bateaux, de l'électricité pas chère, etc. On parle d'une arme qui peut raser la population du monde, et enfin d'un pays entier. Donc il n'est pas question de laisser s'élargir le club nucléaire, qui est déjà pas assez feutré. Il y a déjà bien trop de membres auxquels on aurait dû demander plus précisément leur CV. On les laisser rentrer dans ce respectable cénacle. Donc vous voyez, c'est une question de fait, autrement dit, mais bon, oui, le Pakistan, ça serait mieux qu'il ne l'ait pas non plus, mais ils l'ont. Oui. Oui, je suis éberlué et je vous trouve absolument magnifique. Je ne partage pratiquement rien de vos analyses, tout de vos connaissances. Et j'aurais presque envie d'en ajouter 2 ou 3 particulières sur l'Afghanistan. Oui. Mais je me contenterai de cela parce que sinon il faudrait que je fasse un contre-cours d'1 heure. Allez-y, je vous en prie. Je sais que je n'ai certainement pas abusé de l'hospitalité de notre hôtesse, ni du repas qui doit suivre. Mais je suis très, très étonné.
quand même, il s'agit de faits, vous parlez de faits, l'Iran nucléaire. Je pense que l'Iran nucléaire, c'est un fait aussi avéré que le fantastique motif d'intervention des Américains pour détruire l'armement nucléaire irakien. Chacun s'en souvient. Avec ces mensonges d'État et de non-État et d'institutions internationales qui ont couvert d'un voile très pudique une intervention militaire absolument injustifiée, qui plus est avec ce tour de force extraordinaire, quelques semaines, quelques mois après l'intervention en Afghanistan, de faire croire qu'on continuait à pourchasser les terroristes, les talibans, les Ben Laden en Irak. C'est une ficelle tellement énorme que n'importe quel général américain aurait dû se pendre avec lorsque ça a été... Personne ne dit aujourd'hui que l'Iran a l'arme nucléaire. Tout le monde sait que le même mécanisme peut être mis en œuvre. Beaucoup plus justifié. Oui, plus difficilement. Plus injustifié, c'est injustifiable d'inventer, de mentir, comme l'ont fait les Américains en permanence, et de se tromper, comme ils l'ont fait à propos. Vous les soupçonnez d'une crédulité, d'une imbécilité, d'une naïveté phénoménale, en fabriquant un Ben Laden qui, avant d'intervenir en Afghanistan, est intervenu en Algérie à fabriquer dans un contexte que vous niez constamment, que vous minimisez ou que vous développez 10 ans après la disparition de l'Union soviétique. Vous avez un raisonnement extraordinaire, qui est un raisonnement d'il y a 20 ou 30 ans, qui est un raisonnement de l'époque de la guerre froide. Vous raisonnez en monde bipolaire et vous avez fait passer à la place du bolchevique le couteau entre les dents, vous avez fait passer à la place, et c'est très bon, l'islamiste, la bombe potentielle entre les... Absolument pas. Là, je prends... Non, là, je ne suis pas du tout d'accord. Je réfute cette objection, parce que, au contraire, le monde bipolaire était, lui, géré par des systèmes de signes extrêmement décodables. Et dans le fond, c'était un monde stratégiquement beaucoup, beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe d'une part. D'autre part, l'islamiste avéré, on ne peut pas le nier pour les talibans. Et il ne s'agit absolument pas de dire, pour l'Iran, en mélangeant un petit peu tout, mais on ne peut absolument pas dire pour l'Iran, les Américains ne sont pas du tout sur le scénario d'aller bombarder le nucléaire iranien, parce que tout le monde sait qu'ils sont encore loin d'acquérir la bombe. Bien sûr, l'armée américaine dit « Ah, dans 18 mois, ils l'auront ». Ça a été démonté comme raisonnement en disant « Mais non, ils ne l'auront pas dans 18 mois, ils l'auront évidemment dans plus d'années, si on continue, si on les laisse faire ». Je persiste à dire qu'on ne peut pas laisser l'Iran accéder à l'arme nucléaire. Et du tout, à mon avis, l'islamisme a perdu la partie politique. Le danger, c'est pas un nouveau camp islamiste qui monte. On voit bien d'ailleurs que l'islamisme est très diversifié, on en avait parlé, je ne sais pas ici, je parlais des pays du Golfe arabo-persique. Bon, à propos de l'Irak, sur une base islamique, on a évolué vers des partis que je qualifierais de musulmans conservateurs, de démocrates, comme il y a des démocrates chrétiens, à la turque, exactement, le modèle turc aujourd'hui. Voilà, très prégnant. Donc non, je ne remplace pas du tout le bolchevisme par l'islamisme. Je dis simplement que quand il y a eu des cas avérés, comme en Afghanistan, à mon avis, c'est un régime qu'on a bien fait de détruire. Simplement, l'Iran, pour l'instant, c'est pas la même configuration que l'Irak. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, je suis d'accord avec vous sur les mensonges. J'étais tout à fait d'accord avec, à l'époque, le discours de M. Villepin à l'ONU, disant, je viens d'acheter un vieux pays, qui ne pourra pas vous fariboles. Et tout le monde savait, hors des États-Unis, que c'était effectivement des fariboles. Et donc l'idée de Bush, c'était d'ailleurs pas seulement de mettre la main sur les deuxièmes réserves de pétrole du monde, c'était de changer toute la donne au Moyen-Orient. C'est vrai que les Américains ont une forme de naïveté face aux autres formes civilisationnelles. Non, un de mes collègues dit avec beaucoup d'humour qu'ils ont tous cru que tous les Irakiens allaient acheter une tondeuse à gazon et mettre le drapeau américain en même temps qu'Irakien devant leur maison. Bon, bien sûr qu'ils ont une forme de naïveté, tout à fait. Et avec Ben Laden, ça a été exactement pareil. Ils ont fait que les moyens du bord, flèches de tout bois contre l'URSS à l'époque. Non, je ne pense pas du tout que l'islamisme soit la nouvelle forme du bolchevisme, etc. Non, non, pas du tout. Simplement... Je dis encore une fois, pour stabiliser la situation de la région, on ne peut pas laisser l'Iran accéder à l'arme nucléaire, et je ne défendrai pas en effet le régime de l'Iran, et puis on ne peut pas décider d'une évolution à marche forcée de l'Afghanistan qui ne peut pas fonctionner. Donc, après, c'est vrai que j'étais parfaitement naïf avec Ben Laden, j'en conviens. C'était pas entièrement identifiable. Bon, j'aime beaucoup les États-Unis, je le reconnais. Mais oui, ça paraît que ça se voit.
Donc, globalement, je ne suis pas mécontent, je dresserai un bilan positif du leadership américain dans le monde. Je dis même souvent que si la Chine devait remplacer les États-Unis, on verrait bientôt sur les murs Bombay US comeback. Bon, je vais faire un peu de provocation. Mais même en enlevant le facteur un petit peu pro-américain qui est peut-être en moi, il n'empêche que globalement, leur comportement, donc l'idée de déstabiliser l'Irak, de balancer le régime irakien à la poubelle, c'était de refaire, c'est vrai avec une certaine naïveté, pas forcément perceptible, enfin sur l'Irak, ils n'ont pas été très bons, c'est un fait, mais... attendez, ils ont pas été pas mal d'autres pays dans le monde avant. Alors, encore qu'on puisse dire qu'au global, et si on regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui, l'opération irakienne est moins un échec qu'on ne l'aurait cru en 2006-2007. Ouais. À quel 300 000, 500 000, 800 000 victimes 500 000, non, c'est un prix énorme. C'est rien, non, mais c'est rien, 5 000 GI ou 2 000, je ne sais pas. Oui, plus c'est traumatisé, mais enfin c'est rien. Plus de 5 000, non, je ne dis pas que c'est rien. Je dis simplement que globalement... Globalement positif, nous connaissons l'expérience. Oui, non, l'Irak est aujourd'hui à peu près, en gros, à peu près restabilisé. La violence a décru et aujourd'hui on est débarrassé de l'idéologie baathiste qui est à tous égards malsaine, et du régime de Saddam Hussein qui est un fauteur énorme de désordres régionaux et même mondiaux, même s'il n'avait pas des armes de destruction massive, et qui lui-même d'ailleurs avait gazé quand même son propre peuple. Avec l'aide des armes occidentales. J'entends bien, mais en quantité massive. J'entends bien, elles ont été vendues par les Français, etc. Alors là, on rentre dans des débats qui sont, oui, mais on rentre dans des débats qui sont d'une toute autre portée. Ce régime était quand même tout à fait condamnable, même si ça a eu un prix considérable. Je le reconnais, je ne passe pas du tout. J'étais contre tout à fait la guerre en Irak en 2003, ça me paraissait une sottise. J'étais contre aussi l'affaiblissement de l'embargo. À l'époque, un certain ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle M. Juppé, disait « Ah oui, maintenant il faut lever l'embargo sur l'Irak, c'est-à-dire donner le blanc-seing au régime de Saddam Hussein pour continuer à être vitam. » Ce n'était pas non plus tout à fait acceptable. Donc, globalement, évidemment, ça n'a pas marché comme il voulait, c'était évident que ça ne marcherait pas d'ailleurs. Il ne pouvait pas refaire le Proche-Orient simplement en détruisant le régime de Saddam Hussein. Donc, je ne nie pas une certaine naïveté américaine ou parfois une vision à courte vue. Pour le reste, on en rediscutera ensemble. Sur l'Afghanistan, vous avez parlé de pas vous, c'est pas des producteurs. Oui. Mais on a découvert, paraît-il, ça m'étonne beaucoup de minerais. Est-ce que ça ne peut pas déstabiliser? Parce qu'il y a des tas de gens qui se précipitent là. Est-ce que ça ne va pas contribuer à une déstabilisation? Non, ça ne peut que contribuer à un développement. Oui, non, ça peut contribuer. On arrive dans le... Alors bien entendu, oui, c'est vrai qu'on a découvert un certain nombre de minerais. Oui, certainement. Peut-être que du coup, l'Afghanistan sortira de son pur... Enfin, c'est un des grands espoirs du développement pour l'Afghanistan, à partir du moment où il s'est muté. Parce que si on ne se fonde que là-dessus pour se développer, on peut toujours attendre. Mais oui, c'est un facteur de... Oui, tout à fait, effectivement. Donc l'intérêt pour l'Afghanistan pourra peut-être se renouveler sur cette base. Je parlais simplement de son importance géopolitique, qui, à mon avis, est appelée aujourd'hui à diminuer très nettement. Mais oui, peut-être que sur cette base-là, il y aura des intérêts chinois, les Indiens y sont aussi, massivement. Est-ce que ça ne pourrait pas être le contraire, en augmentant les guerres entre tribus, comme le Nigeria, etc. Ça dépend du type de partage des ressources qui se fait. Et c'est pour ça, encore une fois, que la structure peut être que très décentralisée. Un des grands problèmes de beaucoup de pays d'Afrique, c'est qu'une ethnie maîtrisant le pouvoir central, le cas le plus archétypal, c'est la dite République démocratique du Congo, sous Mobutu, une ethnie s'emparait des ressources qui étaient sur les territoires d'autres ethnies qui ne lui avaient jamais appartenu et les pompait au profit du pouvoir central. Alors évidemment, du coup, il y a des rebelles. J'adore quand on parle des rebelles au pouvoir africain. Très souvent, les rebelles ont raison, en l'occurrence. Là, ça dépendra du type de partage du pouvoir, c'est évident. Ça peut être un facteur de guerre intermondiale, c'est sûr. C'est un peu ce qui se passe dans la région du Kivu, où il n'y a pas de route, il n'y a rien, c'est vraiment déshérité, mais il y a quand même des camions de 12 essieux qui traversent la forêt, et chaque petit cheffaillon fait son trou et va vendre ça aux Chinois qui est planqué dans le village. Vous parlez du Kivu, voilà, l'est de la... Oui, mais c'est ça qu'on va obtenir avec l'Afghanistan. Pas forcément, ça dépend. On est bien parti. Ça dépend. Ça dépend, pas forcément. Si le mécanisme de logique algérien marche notamment, on peut penser qu'il y a des arbitrages entre les groupes ethniques, entre les clans, etc. De toute manière, on n'empêchera pas les clans d'exploiter leurs propres ressources. Si on ne veut pas la guerre civile, il faut leur fiche la paix dans cette exploitation.
Sinon, ce sera la guerre civile. Mais en même temps, on peut penser à une certaine fonction d'un État central pour développer un système éducatif. Bon, ça, c'est pas forcément évolutif vers le pire, pas forcément. Non, mais il y a Quand aussi... bien même ça évoluerait vers le pire, ce n'est plus le problème de l'Occident. La maîtrise des ressources en terres rares, ne serait-ce que pour votre téléphone portable, ça peut être aussi votre problème. Les grandes puissances, parce que je pense que, comme le montre beaucoup d'évolutions technologiques, font qu'on a de moins en moins besoin de certaines matières premières. La technologie se substitue. Non, là, c'est les Chinois qui y a un vrai combat stratégique sur les terres rares. Oui, très fort. Et ça va être. Mais il y a des recherches aussi. Les Russes, les Chinois, enfin les Chinois en ont énormément. Et après, nous, enfin les Américains surtout, vont pleurer un peu partout pour en trouver. Quoi. Oui, d'accord, c'est sûr. Ponctuellement, s'il y en a une qui n'était plus accessible. À court et moyen terme, il y aura des sauts technologiques, alors ça crée un problème. À court et moyen terme, c'est la même chose que pour le lithium pour l'instant. Oui, mais c'est la même chose que à court et moyen terme, c'est nécessaire. Ça peut être utile au développement. Mais par exemple, il n'est pas du tout indispensable d'avoir des matières premières pour se développer. Ça peut même être lourdement contre-productif. Bon, là aussi, à court et moyen terme, il peut y avoir une certaine dépendance, certaines matières, et puis ensuite, la technologie, à mon avis, de plus en plus vite, peut s'y substituer. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas, parce que je ne connais pas la technique dont on parle, mais peut s'y substituer. Donc c'est pas... Et c'est pas forcément un facteur de guerre civile, ça dépend de comment le système de pouvoir s'organisera pour partager la rente de la ressource. Voilà. Donc on ne peut absolument pas répondre aujourd'hui, mais c'est pas fatal que ce soit un facteur de guerre, ça peut être aussi, encore une fois, un facteur de développement. Sauf si le Pakistan, on voit que l'Inde y intervient un peu trop. Oui, ça c'est une zone, c'est une source de friction, parce que l'Inde était assez bien introduite auprès de Karzai, et effectivement il y a une rivalité, parce que l'Inde souhaite stériliser dans ses stratégies de recherche de la profondeur stratégique du Pakistan. Donc, oui, tout à fait, ça peut être aussi une zone conflictuelle. Mais ce dont nous sommes en train de parler, ça redevient du conflit local, en quelque sorte, local à la région. Donc, là, encore une fois, l'intérêt, l'enjeu stratégique pour le monde de l'Afghanistan, à mon avis, est appelé à diminuer. Les Pashtuns, ils sont répartis sur quel pays ils sont là, tu vois, dans toute cette axe-là. C'est le jaune gros. Oui, c'est ce jaune-là, oui, tout à fait. Donc ça couvre. Mais ça couvre Pakistan et Afghanistan et les zones tribales du Pakistan. Et surtout, bien sûr, les zones tribales. Là, ce sont des le jaune qui est à gauche, là-haut, c'est pas le même. Non, absolument pas. Ça, c'est tout ce qui est autour. Non, en haut à gauche. Encore un autre. En haut, là. Oui, ça, c'est les Turkmènes. Donc là, le Turkménistan est un des rares pays homogènes dans la zone en haut. Alors, les Pashtuns eux-mêmes sont une ethnie très fracturée. C'est-à-dire qu'on voit bien que la réalité principale n'est pas ethnique, elle est tribale. Les Pashtuns étaient l'âme du mouvement taliban. Aussi. De même que les royalistes et les partisans de Karzai. Le pouvoir était Pashtun traditionnellement, c'est surtout au sein des Pashtuns qu'on a recruté des talibans. Il y a un très célèbre ethnologue, Frédéric Barthes, qui a fait une analyse des groupes ethniques et de leurs frontières, qui prend comme exemple justement les Pashtuns. Donc voilà, alors évidemment, ça se concentre ici sur les guerres interclaniques et intertribales sur la zone frontalière. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter deux petits points de détail sur un Afghanistan d'avant sa notoriété médiatique? Oui. Bon, par des hasards variés, il se trouve que j'ai fait la connaissance à l'occasion d'une conférence qu'il avait donnée dans un grand lycée parisien il y a quelques années. Il est mort depuis. C'est un père jésuite qui a été en exercice en Afghanistan pendant des dizaines d'années à l'époque de Zahir Shah. Et par ailleurs, il a rappelé, je le savais déjà, ainsi que quelques autres professeurs de l'endroit où j'étais, que Zahir Shah, dont vous avez fait, à juste titre, un grand éloge, et qui a été pendant très longtemps donc un roi tentant l'équilibre entre les uns et les autres, il faut bien dire qu'il a été éduqué secondaire et supérieur à Paris. Oui, bien sûr. À Paris. Et donc, il tire peut-être de ce contact secondaire supérieur parisien quelque chose de cette modernité qu'il avait commencé à mettre dans ce pays. Ça, c'est une première remarque concernant Zahir Shah, dont vous avez fait l'éloge. Mais il se trouve que, au cœur de sa puissance, dans les années 60, après la guerre, bon, donc, lorsque l'Afghanistan commence à se développer au sens occidental du terme, il y a un observateur que vous connaissez certainement, qui est
excusez-le, il n'est que suisse. Il s'appelle Gilbert Etienne et qui a fait commis, je dis commis, j'apprécie ici le commun, qui avait commis un ouvrage sur l'Afghanistan intitulé « L'Afghanistan, un pays malade de la coopération ». J'ai lu cela en son temps, il y a très longtemps, parce que je m'intéressais déjà à des problèmes de coopération, et c'était raconté avec brio, comme j'ai dit à quelquefois, Sciences Po, journaliste et tout, bien connu, il confirme ce que vous avez dit sur la rivalité, pas seulement américano-soviétique, remplaçant anglo-soviétique, mais la rivalité de tous les pays développés, comme il disait à l'époque, à qui polluerait, corromprait le plus possible, pas seulement Zahir Shah, mais tout le monde autour de lui, de façon à ce que chaque pays intervenant, il y avait au premier rang, il y avait les Allemands, il y avait les Français, il y avait les Américains, il y avait les Russes, et tout cela à qui ferait son projet, fournirait, et avec éléments financiers à l'appui. Donc, un pays malade de la coopération, et ceci explique peut-être cela, le coup d'État de 73 ou autre, c'est-à-dire que, contrairement à ce que vous avez un peu évoqué, ce n'était pas la révolution blanche du Shah en Iran, mais ça y ressemblait quand même un peu, et même si c'est un force, un tramachin, autre, une économique en 73 ou autre, bon, il n'empêche qu'il y avait un début d'évolution, mais un début d'évolution vers ce régime que nous admirons tous, qui est le régime occidental, où, vous le savez, il n'y a aucune corruption. Il n'y a pas un monsieur 10%. Il n'y a pas un frère de président ou un fils de président qui ne s'en met pas les poches. Du tout, ça n'existe pas. Bien entendu. Donc, il faut bien comprendre que le tour de force que vous employez constamment, oui, bon... et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous me faites penser à un remarquable conférencier il y a 30 ans, c'est-à-dire en gardant des concepts, et là, excusez-moi, je suis un peu sociologue aussi, vous avez une sorte d'habitus, au sens bourdieu du terme, une disposition pas tout à fait déterministe, mais presque, parce que Bourdieu étant très intelligent, ne fait pas de déterminisme, mais il y a une sorte d'habitus lié bien sûr et à votre formation et à votre enseignement, et qui fait que, et là je vous cite, c'est assez extraordinaire, je raisonne cynique, vous l'avez dit, comme si on était entre responsables du Pentagone. Je vous reproche de raisonner cynique parce que nous ne sommes pas des responsables du Pentagone, des responsables de rien du tout. J'ai dit aussi que c'était au deuxième degré. Oui, oui, mais premier et deuxième degré, d'accord, mais c'est quand même le premier degré qui l'emporte dans la formulation, et moi, je vous dis, vous avez tout à fait le droit, je ne vous reproche pas de raisonner cynique, mais moi, en tant qu'historien, géographe et sociologue, je dis qu'il serait quand même souhaitable, plutôt que de raisonner cynique, de raisonner plus juste, c'est-à-dire avec plus de recul par rapport à vos habitudes. Vous relancez le débat entre l'école réaliste des relations internationales et l'école idéaliste. Je m'inscris totalement, je l'avoue, dans l'école réaliste. Mais quand je dis raisonne cynique, c'est pour donner une image néocomique au public de comment peuvent raisonner des militaires et des gens qui sont en situation de responsabilité. Un militaire ne raisonne pas. Vous savez bien. C'est faux. C'est un stratège ou un responsable politique qui ne veut pas s'encombrer du problème afghan. Voilà ce que j'essayais de représenter. Je ne dis pas que c'est mon raisonnement, je regrette certainement que le monde fonctionne de cette manière, mais enfin je ne vais pas réinventer. Et je comprends très bien vos préoccupations visibles pour un développement humaniste de l'Afghanistan que je souhaite ardemment. Je dis simplement que ce n'est pas l'Occident qui va pouvoir le faire, et que du coup, j'essaye de montrer quelle est, là je raisonne comme un économiste pour le coup, quelle est la contrainte, enfin, quel est où est la droite du budget, quoi, quelle est la contrainte qui rend le comportement occidental optimal. Voilà, c'est ça ce que j'essaye de faire comprendre. Et c'était ça l'essence de mon message. Pour le reste, j'aimerais bien qu'on reste encore 30 ans en Afghanistan et que toutes les petites filles accèdent à l'université, ça me plairait beaucoup. Mais il est irréaliste. Autrement dit, le moins nuisible espérable.
C'est ça, l'optimum, enfin oui, voilà, quel est l'optimum atteignable? Il est loin d'être idéal, et c'est la raison pour laquelle je m'inscris effectivement dans un mode de pensée de la relation internationale réaliste. Il est loin d'être idéal, j'en conviens bien, j'en conviens tout à fait, et je veux bien d'ailleurs, je l'ai fait, critiquer l'attitude occidentale, américaine, l'imprévision, etc. Mais la réalité est ce qu'elle est, et il est évident aujourd'hui que l'Occident ne va pas rester 25 ans en Afghanistan pour monter un système d'école qui tienne la route. C'est évident qu'on ne le fera pas. Aucun dirigeant américain, par exemple, ne prendra cette position, c'est évident. C'est ce que j'essayais de représenter. Je ne dis pas que ça me plaise, mais ce que j'essayais de représenter, c'est-à-dire véhiculer quel peut être le raisonnement. Et enfin, quelle est la position optimale? Comment raisonne effectivement un dirigeant ou un stratège pour les militaires? Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le moins de casse et qui soit au mieux en fonction de nos moyens? Bon, je crois qu'on va... Merci beaucoup.